abandonner l'humanité, ni dire que à tous nos problèmes, on trouvera une solution technologique. Nos problèmes sont d'origine économique, culturelle, technologique. Ce sont nos techniques, ce sont des techniques insuffisamment contrôlées, insuffisamment viables, qui ont abîmé la nature, qui en retour nous menacent de problèmes sanitaires, de problèmes d'alimentation, etc. Et on va les installer dans des zones peu poissonneuses, susceptibles de devenir poissonneuses, s'il y avait des habitats adaptés. Et ça marche. D'accord ? Accompagner la productivité naturelle. On comprend la nature, on développe des techniques qui imitent des processus naturels, donc les habitats. On fabrique des objets qui imitent ces habitats naturels, on les met dans la nature, et ainsi la nature produit plus de diversité, de beauté aussi. Hein. Les fonds marins avec des poissons, des végétaux, c'est plus beau que des fonds marins vides. Hein. Et donc on peut aussi augmenter la dimension économique, la dimension démographique, puisqu'il y a plus de nourriture. Donc voilà, c'est possible. Maintenant, ce que je dis en dernier mot, c'est pour les milieux terrestres, pourquoi ce ne serait pas possible? Pourquoi aussi me penser que le progrès au niveau de l'alimentation, ça serait simplement le passage de la nature sauvage, hein, les peuples primitifs dans la forêt amazonienne qui vivent de chasse-pêche-cueillette, à l'agriculture. Il est vrai que le mode de vie chasse-pêche-cueillette présente des limites démographiques. Et d'ailleurs, nombre de ces peuples-là se livraient à des guerres rituelles. Ce n'étaient pas les massacres de la guerre de 14, mais c'était quand même pour écrêter un peu la population parce qu'il fallait des grands territoires pour survivre. D'où après cette idée qu'on est passé à l'agriculture pour augmenter les quantités de nourriture et donc augmenter la population. Donc il y aurait une espèce de progrès inéluctable en passant par l'agriculture pour augmenter la population mondiale. Je ne remets pas complètement en cause l'importance de l'agriculture dans un objectif de croissance démographique, mais peut-être aussi qu'on peut cultiver les milieux sauvages, par exemple les forêts, sélectionner en sylviculture, intégrer certaines plantes dans ces milieux sauvages à vocation alimentaire, et enfin, plus radicalement, peut-être qu'on peut manger aussi autre chose que les produits de l'agriculture. Donc revaloriser la place de la chasse, de la pêche et de la cueillette dans nos modes alimentaires, donc pour réduire la pression sur l'agriculture et les forêts. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Alors que dans une régénération naturelle, ce sont que des feuilles mortes et des rameaux morts qui tombent. Le seul parallèle qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est au niveau biologique, par l'activité des champignons. Oui, c'est vrai que je me suis déjà posé la question, mais ça donne un avantage au BRF, plus vivant, plus d'énergie, etc. Après, si vous voulez, par rapport à la logique naturelle de la forêt, il va peut-être pas falloir penser directement en termes physiques, en termes des brindilles qui tombent des arbres ou des petits bouts de racines qui sont renouvelés annuellement et qui sont effectivement morts ou quasiment tous morts, mais par rapport à ce que j'ai dit, la photosynthèse. Dans la dynamique vivante de l'arbre, une grosse partie des photosynthèses, des produits de la photosynthèse sont envoyés par l'arbre dans les racines pour, dynamiser la vie du sol, mais pour lui d'abord, d'accord? Et donc les BRF, quand eux sont vivants, ils contiennent cette énergie, voilà, c'est pas faux, c'est vrai que le parallèle, c'est une technique, c'est gros, c'est clair, c'est pas le fonctionnement vrai, mais par rapport à ce que disaient par exemple les fondateurs de la bio, c'est quand même on approche beaucoup plus. Solution, commencer la culture au bout de la deuxième année, ou quand c'est des cultures urbaines. Autre solution, cultiver en même temps les légumineuses. Et autre solution, apporter de l'azote en quantité suffisante pour nourrir à la fois les champignons et les plantes que vous cultivez. Benoît Noël a fait les essais. Pour la bio, c'est évident, avec une légumineuse, et il y a des photos qu'on trouve sur internet où sa légumineuse était très propre, quoi. Donc voilà, c'est très complémentaire. Ce qu'il dit, comme c'est en 2005, l'azote, c'est pour gérer la fertilité courte, le carbone, qui est apporté par un terme. Voilà. L'humus contient de l'azote, d'accord. Les BRF, d'une certaine manière, en contiennent aussi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Donc c'est pas la même échelle de temps, c'est compatible et possible, quoi.
Voilà. On peut, si on met suffisamment d'azote en première année, avoir les mêmes rendements que l'année précédente, quoi. Voilà. Mais sinon, la première année, on s'expose à des mauvais résultats. Et il y a aussi un contexte qui est connu, c'est les sols hydrophes, d'accord, spongieux, là, ça marche pas, quoi. Voilà. C'est bon. Fukuoka, la permaculture. La permaculture, oui, lancée par Nissan et Holmgren, qui t'inspire quand même de Fukuoka, c'est une approche par design, on met sa ferme en positionnant les parcelles, l'élevage éventuellement, tenir compte du soleil, des vents, de l'ombre, des différences de terrain. On essaie de penser aussi la maison, hein, il y a une dimension architecturale, donc c'est un modèle agroécologique. Je n'en dirai pas plus. Pour moi, il est très intéressant. Il avait été, dans ses publications en France, il avait été préfacé par Dominique Soltner, qui avait pendant longtemps donné le manuel des BEP agricoles de base, et il en disait beaucoup de bien. Ce souci des échelles, ce souci des relations systémiques, du mutualisme entre les plantes et les animaux. L'idée aussi de s'inspirer des choses comme l'oasis, hein, l'étagement, etc. Donc non, la permaculture, c'est quand même c'est très intéressant comme démarche. Voilà, c'est global. Néanmoins, ça n'a pas à mon avis, la portée technique qu'on voit dans l'agroforesterie et aussi un peu dans la bio ou autour du BRF ou aussi avec les TCS, quoi. Quand on réfléchit à l'intérieur d'une perspective mécanisée, moyennement mécanisée, parce que bon, on n'a pas de raison a priori d'être contre les machines. Si on arrive à faire des machines, pour faire court, hein, c'est une utopie, mais biodégradables, en tout cas, pourquoi pas. Je pense que les questions du machinisme sont plus liées aux dimensions socio-économiques. Combien on veut de paysans? Est-ce qu'on permet aux gens de devenir paysans, ou est-ce qu'on favorise avec des aides, avec un matériel que tout un cas chacun ne peut pas acheter, une agriculture industrielle? Et pour ça, la permaculture avait aussi une vision socio-économique d'insertion d'une agriculture, d'agriculteurs relativement nombreux dans le territoire, quoi.